Mais je pense que là, c'est un problème de méconnaissance. Mais pour moi, je te parle d'il y a 40 ans de ça. Mais aujourd'hui, je pense que c'est plus un problème de méconnaissance. Quand tu vois que ma fille, à l'école, en France, on lui disait, toi, t'es une arabe. Au moment des événements, des attentats, où tu vois, elle avait des réflexions, alors qu'elle était aussi apeurée que les autres enfants. Ça, elle avait 7-8 ans, mais bien sûr qu'elle a peur. Elle entend parler de ça, elle voit les adultes qui ont peur. Mon grand-père était en France, ma fille, c'est la 4e génération. Tu sais, à un moment donné, je sais pas, il faut évoluer. Récemment, mon passeport a expiré, mon passeport français. Donc, je prends rendez-vous au consulat de France, ils viennent. Donc, elle m'a demandé 3 fois si j'avais pas un autre passeport que le passeport français. Non. Et c'est pas la peine de me demander une 2e, une 3e, une 4e fois. Je vais pas m'inventer un autre passeport parce que tu me le demandes 3 fois. Je n'ai que mon passeport français. Parce que t'as un prénom d'origine algérienne. Voilà. Est-ce que tu as un autre... non, j'ai pas d'autre passeport, j'ai qu'un passeport français. Donc je te dis non la première fois, ne me demande pas 2, 3 fois. 4 fois, ça sera toujours non. J'ai que ce passeport, j'ai pas le passeport canadien, je suis pas encore canadienne. Pourquoi me le demander 3 fois ? Quand je suis arrivée ici, je m'appelle Leïla. En France, je m'appelle Leïla, tu es cataloguée maghrébine. Ici, je travaille dans une garderie, puis un jour, une maman me dit, mais quand même, je comprends pas. Pourquoi tu t'appelles Leïla si tu es française, c'est un prénom américain ? Et là, tu te dis, ouais, je sais pas. Tu sais, je savais pas quoi lui répondre. Et effectivement, il y avait une petite qui s'appelait Leïla, mais une petite 100% canadienne, toute rousse, les yeux bleus, mais qui s'appelait comme moi. Mais pour eux, Leïla, ici, ça me renvoie pas à maghrébine. Je suis française. Là, il y a eu la semaine de multiculturel au travail. Ma gestionnaire me dit, alors, qu'est-ce que tu vas faire pour participer ? En France, si on me demande de participer, on va me demander un couscous. Et ici, elle me dit, qu'est-ce que tu vas ramener de la France ? J'étais là, je dis, qu'est-ce que je vais ramener ? Tu sais, et même moi, j'étais perdue à un moment donné. J'en avais parlé à mon grand-père et il m'avait dit, mais vas-y ma fille, il m'a dit, nous, regarde, on ne savait ni lire ni écrire, on est venu ici, le monde est à vous. Vous avez l'éducation, vous avez tout. Il m'avait dit, mais tu sais, ne reste pas forcément là, tu sais, profite en fait. Si je devais résumer cet épisode en quelques mots, je vous dirais que la distance ne diminue pas l'importance ou même l'impact de nos racines, mais que cette distance nous donne simplement une perspective différente sur nos origines. Leïla est née en France, et vous allez l'entendre à son accent chantant, elle a grandi dans le sud de l'Hexagone. La France, c'est son pays. C'est aussi le pays que ses grands-parents, venant d'Algérie, ont choisi pour sa famille, il y a plusieurs décennies de cela. Et l'Algérie, justement, c'est ça pour Leïla. C'est le pays de ses grands-parents, un pays dans lequel elle s'est rendue 2 fois dans sa vie, mais c'est aussi, et malheureusement surtout, un pays auquel on la renvoie systématiquement du fait de son prénom et de sa culture. Aujourd'hui, Leïla prend le temps de nous raconter depuis le Canada comment, peu après les attentats qui ont sévi en 2015 en France, elle a pris la décision de fuir le racisme, pour elle, mais aussi et surtout pour sa fille. Parce que parfois on a beau être né quelque part et y avoir passé toute sa vie, on ne s'y sent plus vraiment chez soi. Vous écoutez French Expat, un podcast de French Morning, et moi, c'est Anne-Fleur Andrely. Bonjour, je m'appelle Leïla, j'ai 48 ans, je suis infirmière depuis 20 ans. Maman divorcée, donc quand je déménage avec ma fille, donc elle est avec moi dans l'aventure. Et puis voilà. Super. Elle a quel âge ta fille ? Elle va avoir 16 ans. Ok. Et tu nous parles d'où là tout de suite ? Je vous parle du Nouveau-Brunswick au Canada.
Ok. Alors le Nouveau-Brunswick, le Canada, j'ai l'impression que tout le monde voit à peu près où sont Vancouver, Toronto et Montréal, Québec. Mais Nouveau-Brunswick, je suis pas sûre que tout le monde se situe. Est-ce que tu veux nous repréciser où c'est? Mais je te rassure, quand je suis partie vivre pendant un an Toi au non Québec, non mais elle savait pas. Je suis arrivée à l'hôpital de Sorel-Tracy, puis je leur ai dit que j'arrivais de Moncton, et elles m'ont regardé en me disant, ben c'est où? C'est au Nouveau-Brunswick, c'est-à-dire c'est la province à la droite de la vôtre. Ouais, qui touche en plus le Québec. Mais oui, c'est limitrophe. C'est à l'est. Voilà, c'est ça. En fait, ça fait partie des provinces maritimes avec la Nouvelle-Écosse et l'île du Prince-Édouard. Donc, on est dans la lignée du Maine, de New York. D'accord. Mais okay. elle savait pas non plus en tant que Québécoise où est-ce qu'était le Nouveau-Brunswick. Donc, quand tu dis elle, c'était quoi, tes collègues? Mes collègues québécoises, canadiennes ne savaient pas où était Moncton. D'accord. Donc, du coup, on n'est pas les seuls. Non. Mais nous, c'est un peu plus compréhensible, on va dire. Ouais, on est un peu plus loin, en théorie. Oui. Écoute, en tout cas, merci beaucoup de prendre un petit moment pour discuter avec moi. Moi, j'ai envie donc de raconter un petit peu ton histoire. Et avant, en fait, de parler de ton expatriation, de ton départ de France pour t'installer au Nouveau-Brunswick, j'aimerais bien, en fait, comprendre un petit peu, en fait, à quoi ressemblait ta vie avant de partir. Est-ce que tu veux me raconter, là, si on se retourne, je sais pas, il y a 7-8 ans, un truc comme ça. À quoi ressemblait en fait ton quotidien? Voilà. Mais il y a 7-8 ans, j'étais infirmière libérale en France, donc toujours maman seule avec ma fille. On s'est séparés avec son papa, elle avait 2 ans, donc on s'entend très bien, on a très bon contact, mais lui vivait plus loin, il était à 5 heures de route, donc je l'ai levé seule avec l'aide de mes parents, en fait, et donc je travaillais comme infirmière dans quel coin de France? Dans le sud, du côté de Nîmes. D'accord, t'as un petit accent. Oui, je l'ai gardé. Un petit accent des Suds. C'est ça. Quand j'ai discuté avec toi en préparation de cet épisode, tu me disais que t'as quitté la France pour une raison principale, c'est aussi en fait pour t'éloigner du racisme. Est-ce que tu veux me parler en fait justement de ce racisme que t'as ressenti, pas juste au moment où t'es parti en fait, et c'est quelque chose un peu avec lequel t'as grandi, ce que tu m'expliquais? Moi, je suis née en France, donc de parents d'origine algérienne. Mes parents sont tous les deux les derniers de leur famille à être nés en Algérie. Tous les suivants sont nés en France. Et encore, je pense il faudra que j'explique qu'ils sont nés en Algérie française. Donc, ils sont nés français. C'est quelque chose que les gens ont tendance à oublier. Mais ils sont peut-être nés même français. À méconnaître. Ouais. Oui, voilà, c'est surtout que les gens ne savent pas. Quand j'explique ça, les gens ne savent pas que tous ceux qui sont nés en Algérie, au temps de l'Algérie française, sont nés français. Donc, quand mes parents ont demandé la nationalité française, ils ont été réintégrés à la nationalité française parce qu'ils étaient nés français. Ah, parce qu'en fait, tu peux naître français, mais ne pas rester français quand tu es né en Algérie française? C'est ça, en fait. Donc, ils pouvaient être réintégrés à la nationalité française et c'est ce qu'ils ont fait. Une fois que tu arrives en France? Voilà, une fois en France, une fois adultes, ils ont demandé leur réintégration. Donc, en fait, parce qu'ils étaient nés français. Ouais, d'accord. Et ils ont bougé, ils avaient quel âge quand ils sont arrivés en France? Ma mère est arrivée en France, elle avait 2 ans, mon père, pareil. Ah oui, donc oui, voilà. Ah, ils ont fait toute leur vie en France. Ils ont fait toute leur vie en France. Donc on arrive à moi qui suis née en France. Et puis il y a toujours eu du racisme. Quand on arrivait dans notre village, on était les premiers... la deuxième famille d'Algériens, mais notre voisine, elle a dit à ma mère, tu sais que au début, elle était un peu... Elle était un peu méfiante, tu veux dire? Un peu méfiante, oui, parce qu'en fait, c'était de la méconnaissance, on va dire. Et puis, une fois qu'ils nous ont connus, ces petites filles sont nos meilleures amies. Et puis tu vois, voilà, mais je pense que là, c'est un problème de méconnaissance. Mais pour moi, je te parle d'il y a 40 ans de ça. Mais aujourd'hui, je pense que c'est plus un problème de méconnaissance. Quand tu vois que ma fille, à l'école... en France, on lui disait, toi, t'es une arabe. Au moment des événements, des attentats, où tu vois, elle avait des réflexions, alors qu'elle était aussi apeurée que les autres enfants. Ça, elle avait 7-8 ans, mais bien sûr qu'elle a peur. Tiens, elle entend parler de ça, elle voit les adultes qui ont peur. On avait de la famille à Paris, au moment des attentats, une cousine qui était au Stade de France, une autre qui était dans les rues de Paris, qui m'envoyait des messages pour dire, vous inquiétez pas, on est safe. Donc, tu sais, tu te dis... non, quoi, il y a prescription, là, tu sais, mon grand-père était en France, ma fille, c'est la 4e génération. Tu sais, à un moment donné, je sais pas, il faut évoluer, quoi. On est en 2000, aujourd'hui on est en 2023, mais à l'époque, quand même. Et puis, voilà, donc c'est parti de ça, des petites réflexions, des petites choses, et qui durent, parce que
récemment, mon passeport a expiré, mon passeport français. Donc, je prends rendez-vous au consulat de France, ils viennent. Et je lui ai dit, écoutez, est-ce qu'il pourrait être fait assez rapidement? Parce que s'il arrive de quoi à ma famille, j'aimerais pouvoir rentrer. Elle m'a demandé 3 fois si j'avais pas un autre passeport que le passeport français. Ben non. Et c'est pas la peine de me demander une 2e, une 3e, une 4e fois. Je vais pas m'inventer un autre passeport parce que tu me le demandes 3 fois. Je n'ai que Pourquoi? mon passeport français. Parce que tu as un prénom d'origine algérienne. Voilà. Est-ce que tu as notre... Ben non, j'ai pas d'autre passeport, j'ai qu'un passeport français. Donc je te dis non la première fois, ne me demande pas 2, 3 fois, 4 fois, ça sera toujours non. J'ai que ce passeport, j'ai pas le passeport canadien, je suis pas encore canadienne. Donc si j'ai pas mon passeport français, je peux pas sortir du pays. Pourquoi me le demander 3 fois? Tu vois, c'est des petites choses comme ça, c'est des micro-agressions, c'est pas des choses qui sont... T'as pas de confrontation dans la rue, quoi, mais c'est des choses au quotidien, quoi. Voilà, c'est des petites choses au quotidien, Donc, j'ai commencé le processus en 2015. C'était à l'époque où Marine Le Pen, elle commençait à vraiment monter dans les sondages et où chaque fois c'était des votes barrages. Et là, j'ai commencé à me dire, en fait, non, quoi, je vais pas rester, je vais partir. Parce que j'habite un petit village, on est 4 000, 5 000 habitants. Le parti Front National, il fait 50%. Ça veut dire que quand je suis devant l'école, il y a la moitié des parents qui ont voté Le Pen, quoi. Tu te dis, c'est pas possible. Il y a jamais rien dans notre village. Et puis même s'il y a quelque chose, même nous, on s'est fait cambrioler. Tu vois, on est parti en week-end, on est revenu, ma soeur avait été cambriolée. Pourquoi? Enfin, on est dans un coin tranquille. Tu serais dans une grande ville où tu as beaucoup de délinquance, de séduits, mais même pas, on est un tout petit village. Tu sais, donc tu te dis, voilà, tu regardes les autres parents, puis ta fille qui est pas forcément invitée aux anniversaires, même si elle invite, elle est pas invitée, tu vois. Tu te dis, pourquoi en fait? Pourquoi rester ça? Et tout ceci, tu l'as identifié comme étant lié en fait à du racisme? Je vois pas d'autre raison, parce que quand je vois ma fille, les amis qu'elle a ici, le réseau social qu'elle a ici, je me dis, c'est pas son caractère. Son caractère n'a pas changé. Elle est la même qu'elle était en France. Là, si je l'écoutais, elle serait tout le jour chez telle amie, chez Louise, chez Annabelle, chez un tel, tu vois. Mais je dis, c'est pas son caractère, en fait. Ouais. Donc elle a souffert, en fait, aussi de ce racisme. Ou je sais pas si elle s'en est rendue compte, elle était jeune aussi quand vous êtes partis. Toi, t'en as un peu souffert de voir ta fille en être victime, quoi. Quand on lui a fait la réflexion directement, oui, tu ressembles à une Arabe, tu es une Arabe. Là, elle me l'a dit. Dans ce en même temps, c'est pas une insulte, t'es arabe. Quand on te le dit, en général, on te le dit pas gentiment, en fait. Hein. On te le dit pas gentiment. Et du coup, voilà. Et puis, voilà, c'était ça. Et puis... la fois où je travaillais, et j'avais une résidente, sa petite fille faisait ses études au Canada, et donc je lui dis, devine où est-ce que je pars en vacances. Je ne serai pas là pendant 2 semaines, mais je dis, s'il y a quelqu'un de mes résidents qui va trouver où est-ce que je pars en vacances, c'est vous. Elle me regarde, elle me dit, je sais pas, dans ton pays. C'est quoi ton pays? C'est ça. J'ai dit, vous savez, moi je suis née ici, hein, je suis née à Alès. Ah, après elle était toute, je dis non, je vais au Canada. Et puis après, voilà, tu sais, ça m'a... Ouais, je m'attendais tellement pas à ça. Et c'est ce que tu me disais, c'est que tu te sentais presque pas assez française aux yeux de certaines personnes et pas assez maghrébine aussi. C'est ça. On n'est pas assez français pour les Français, puis on n'est pas assez maghrébin pour les Maghrébins, quelque part aussi non plus, parce qu'on remplit pas toutes les cases. En fait, on a rempli quelques-unes, mais pas toutes. Et donc, du coup, tu sais, c'est, voilà, tu es là, tu es au milieu. Donc, je me suis dit, écoute, à pas me sentir chez moi, je dis, je vais aller au Canada. Au moins, là, si on me dit, t'es pas d'ici, non, je suis pas d'ici. Mais il y a quand même d'autres choses ici. C'est-à-dire que quand je suis arrivée ici, je m'appelle Leïla. En France, je dis, je m'appelle Leïla, tu es cataloguée maghrébine. Ici, je travaille dans une garderie, puis un jour, une maman me voit, me dit, mais quand même, je comprends pas. Je la regarde, je dis oui. Pourquoi tu t'appelles Leïla si tu es française, c'est un prénom américain? Et là, tu sais, tu te dis, ouais, je sais pas. Tu sais, je savais pas quoi lui répondre. Et effectivement, il y avait une petite qui s'appelait Leïla, mais une petite Canadienne, 100% Canadienne, toute rousse, les yeux bleus, mais qui s'appelait comme moi. Mais pour eux, Leïla ici, ça me renvoie pas à maghrébine. Je suis française.
Là, il y a eu la semaine de multiculturel au travail. Ma gestionnaire me dit, alors, qu'est-ce que tu vas faire pour participer? En France, si on me demande de participer, on va me demander un couscous. Et ben ici, elle me dit, qu'est-ce que tu vas ramener de la France? J'étais là, je dis, qu'est-ce que je vais ramener? Tu sais, et même moi, j'étais perdue à un moment donné. Il reste quand même certaines choses de ce côté-là où tu sais pas trop où. Ouais. Et alors, qu'est-ce que t'as amené? Ou si tu rien du coup. Je travaillais, j'étais de nuit. Du coup, j'y suis pas allée. Mais c'est vrai que ça, sur le moment, ça m'a interpellée. Tu te dis, ok, il y a la montée du Front National, je me retrouve clairement pas dans ces idées et je me sens pas la bienvenue chez moi, puisque on le rappelle, c'est ton pays aussi. Comment est-ce que tu prends cette décision de partir et comment est-ce que tu choisis le Canada du coup? Puisque, je veux dire, tu pourrais partir n'importe où. C'est toujours une idée que j'avais eue en tête. 20 ans auparavant, j'avais postulé quand je travaillais en Suisse. J'avais postulé. Et puis ça s'est pas fait. Et puis tu sais, c'est les petites choses qui se font pas mais qui restent dans ta tête. Puis là, quand j'ai vu, je te dis que... Et puis moi, le truc, voilà, c'était je pars avant que Marie ne me dise de partir. C'était vraiment ça. En gros, t'anticipais de te faire exclure, mais comment tu... alors tu peux pas te faire exclure du pays puisque t'es française. Oh, tu sais, on a vu ce qu'il y a eu dans le passé, donc je me dis tout est possible. Hein. De nos jours, t'as vu la folie actuelle dans le monde. T'as vu aux États-Unis, ce jeune, il se trompe juste de maison, il se fait tirer dessus. Tu sais, il faut s'attendre à tout. Tu sais, Et donc j'ai toujours eu le Canada en tête et en fait, et ça a été après le choix de la province en fait. Donc j'ai fait des recherches, j'ai passé des soirées à chercher quelle province serait la mieux au point de vue du bilinguisme, au point de vue du côté francophone, parce que moi je me débrouillais en anglais, mais ma fille elle avait pas encore commencé à l'étudier. Donc, je voulais pas aller dans un milieu complètement anglophone pour commencer. Et le Nouveau-Brunswick, c'est la seule province qui soit bilingue, officiellement. D'accord. Où les deux langues, c'est pas juste les panneaux sont traduits. Non, tu dois pouvoir avoir les services dans les deux langues. C'est officiellement bilingue. Voilà, j'ai choisi le Nouveau-Brunswick et puis on est arrivé en 2018 avec ma fille. T'as fait juste tes recherches ou tu t'es rendu parce que tu disais que t'as fait justement un voyage au Canada? Oui, on est venu faire un voyage exploratoire de combien de temps? Une dizaine de jours. Donc voir la province, voir les villes, choisir... Donc t'avais déjà jeté ton dévolu sur le Nouveau-Brunswick et tu allais explorer ce coin-là. Voilà. Et qu'est-ce qui t'attirait donc à part le bilinguisme dans ce coin-là? Ce qui m'a plu ici, c'est que déjà on est au bord de l'océan, on a la mer à 20 minutes. Le temps y est mieux qu'au Québec, c'est beaucoup moins gris, on a beaucoup plus de ciel bleu, les températures sont moins froides, donc c'est pas le même climat. Et donc j'avoue qu'en venant du sud, le ciel bleu c'était important. J'ai vécu 1 an au Québec et c'est vrai que c'est gris, alors que là t'as la neige au sol, il fait moins 15, mais t'as un beau ciel bleu avec un soleil et rien que ça change tout. Qu'est-ce qui t'a fait te dire que le Canada serait, ou le Nouveau-Brunswick serait un endroit où cette différence de multiculturalité en fait serait pas un problème, tu vois? Qu'est-ce qui t'a fait dire que tu ne souffrirais pas du racisme ailleurs finalement, tu vois? Comment est-ce que cette décision a été prise? Mais par rapport à tout ce que tu pouvais lire sur la société canadienne, en fait, c'est vrai qu'ils sont plus ouverts ou peut-être moins francs, je sais pas. Non, je pense qu'ils sont plus ouverts, ils sont plus respectueux. Je le vois au travail, la façon dont la communauté LGBTQ est acceptée et vit sa vie. C'est même pas un sujet, quoi. C'est même pas un sujet, non. Ils vivent leur vie normalement. Ils sont pas du tout in the closet comme ils disent, du tout. Donc il y a pas ce jugement. Tu le vois, la façon dont les gens sont habillés. Ils sont habillés, mais comme elles ont envie. Si elles ont envie de mettre un leggings, elles mettent un leggings. Si elles ont envie de sortir en pyjama, elles sortent en pyjama. T'as pas ce regard, en fait, de jugeant. C'est ça qui est appréciable. Et ma fille, elle s'en rend compte, là, elle est rentrée l'été dernier. Mais ma fille me dit, maman, les gens, ils te regardent pas pareil en France. Tu vois? Comment ça? En quel sens? Eh bien, le regard, par exemple, le regard des hommes. Là, toutes les ados, elles sont en short, en t-shirt, et ça pose problème à personne. Alors qu'en France, la même tenue, tu vas pas avoir les mêmes regards. Tu vois, rien qu'à ce niveau-là. Donc, je pense que ça permet aux filles de se construire différemment aussi à l'adolescence. T'as pas ce regard
pesant, ce côté pesant. Ici, Sur la confiance en soi pour se construire. C'est ça, voilà, pour se construire en tant qu'individu, en tant que femme, je pense que c'est différent. Et puis voilà, et puis donc il y avait le côté, je te dis le côté du racisme, et puis on voulait donner d'autres opportunités aux enfants qui ne soient pas bloqués dans leur choix d'études et que leur prénom ne soit pas un obstacle en fait, tout simplement. Donc on est venu avec ma sœur et ses 2 enfants, son mari, et puis moi et ma fille. On arrivait en même temps. C'était pour les enfants, leur offrir plus d'opportunités. Ouais. La motivation, en fait, ça a été vos enfants, quoi. Qu'ils puissent être voilà. épanouis, pas jugés, que ce soit pas un sujet, leurs origines. Non, et que s'ils faisaient tel choix d'études, ils ne soient pas bloqués par leur nom ou quoi. Et que, tu vois, que voilà, ils puissent aller jusqu'au bout de ce qu'ils voulaient. Puis une fois qu'on sera arrivé là, on aura fait notre job. Et alors, comment se passe l'arrivée au Nouveau-Brunswick ? Ça ressemble à quoi d'ailleurs, le Nouveau-Brunswick ? On sait que la météo est plus clémente qu'au Québec. Comment ça se passe pour vous ? Écoute, ça s'est bien passé. Non, vraiment, ça s'est bien. Mon premier appart, c'est la cata. J'en ai trouvé un en 2 jours. Le proprio voulait pas d'enfant. Il a vu Lisa, il m'a dit non, c'est bon, c'est parti. Donc, je suis restée 1 an. C'est juste pour l'équivalence de mon diplôme d'infirmière qu'il a fallu que je retourne 1 an au Québec. Ah d'accord. Et tu le savais ça avant de partir ? Oui, je le savais avant de partir. D'accord. Bon, ça faisait partie du deal. Ouais, ça faisait partie. Puis je suis restée 1 an, puis on est revenu en 2020. D'accord. Donc ta fille est venue avec toi ? Ouais, elle est venue avec moi 1 an au Québec. Et pareil, ça s'est bien passé. Le changement d'école a été dans une école privée catholique. Et donc, à l'arrivée là, elle est très typée, elle est brune, les cheveux longs, les yeux noirs. Parfois, on me demande même si elle serait pas d'origine autochtone. Ah oui. Ouais, tellement elle est vraiment typée. Puis elle arrive dans cette école, il y avait que des blondinettes, les yeux bleus. Puis il y avait j'oublie toujours, c'est pas le costume, mais tu sais, la tenue d'école, l'uniforme. Avant que je puisse lui acheter, ils lui font essayer l'uniforme. Puis là, t'as la secrétaire qui la regarde, qui regarde le directeur, et dit, mon Dieu, qu'elle est belle, ça nous change. Mais avec un grand sourire, tu vois. C'était pas péjoratif la façon dont elle l'a dit. Ça aussi, genre content d'avoir de la diversité, quoi. Voilà, c'est ça. Puis voilà, elle est belle, ça nous change de nos blondinettes avec ses longs cheveux noirs, ses yeux noirs. Et puis elle s'est très bien intégrée. Ça a été 1 an. Toutes ses copines lui demandent quand est-ce que tu reviens nous voir. Puis après, avec le Covid, ça n'a pas été facile. Mais voilà, tu vois, elle a gardé, je te dis, elle a gardé des contacts. Et puis je te dis, ici, là, si je la laissais, mon Dieu, il y a toujours quelque chose à faire. Pourquoi vous n'avez pas choisi de vous installer au Québec finalement ? Parce qu'on entend souvent dans les médias dire que le Québec, Montréal, Québec, c'est l'Eldorado des Français au Canada. Est-ce que tu peux me raconter ? Moi, je sais qu'a priori, c'est justement la raison pour laquelle tu voulais pas t'y installer, mais est-ce que tu peux justement me l'expliquer ? M'expliquer. Mais en fait, c'était pour pas retrouver la communauté française, en fait. Parce que je l'avais laissée en France, c'était pour pas la retrouver au Québec. Et alors, bizarrement, en arrivant à l'hôpital où je travaillais, on s'est retrouvés 3 gardoises. Donc 3 Françaises du 3 Françaises du Gard, à habiter à 1 heure les unes des autres. Quand t'es arrivée à Québec ? Quand je suis arrivée au Québec, ouais. Donc ça a été marrant de se retrouver 3 Françaises, et puis du même coin, surtout là-bas. Mais voilà, c'était surtout éviter ça, en fait. Parce que tu voulais pas repartir dans les schémas de racisme ? Mais parce que puis tu le retrouves, tu sais, que je suis sur différents groupes, et puis tu retrouves ce côté quand même. T'as ceux qui arrivent à passer outre et qui s'intègrent au Canada. Puis je pense que ceux qui gardent le côté du jugement et ce côté un peu, ils finissent par repartir en fait du Québec. Tu le vois dans leurs commentaires, dans le jugement qu'ils peuvent avoir en fait, et ils arriveront pas à s'intégrer. Moi, ce qui me fait aussi beaucoup rire, c'est quand j'entends des Français, je sais pas, on va dire de souche comparé à moi, parler du racisme des Canadiens. Mais là, j'avoue qu'il y en a à qui j'ai dit, écoutez, la différence entre vous et moi, c'est que moi, j'ai l'habitude, donc ça me gênera pas, alors que c'est vrai que pour vous, c'est nouveau. Parce qu'en fait, vous vivez ce que vous nous faites vivre en France, en fait. Parce que t'en as qui vont dire, oui, ils préfèrent les Canadiens, ils donnent les meilleurs jobs aux Canadiens. Vous faites quoi en France ? Vous faites la même ? Donc pourquoi leur reprocher du racisme ? C'est pareil en France, en fait. Là,
vous vous retrouvez dans nos chaussures à nous, quand on est en France. Et ça me fait doucement rire. Par contre, moi, je n'ai jamais ressenti de racisme ici. Voilà, j'ai des moments qui me, tu sais, comme je t'expliquais au travail, là, qui me font, tu sais, m'interroger. Mais après, non, je n'ai pas eu de réflexion raciste, ou j'ai pas ressenti de racisme moi-même, et la petite non plus. Pourtant, cette fois-ci, t'es étrangère. Ici, voilà, je suis étrangère, mais ici, je suis seulement française. Tu sais, c'est compliqué dans la tête. Hein. C'est compliqué. Les gens n'imaginent pas, en fait, mais c'est quasiment un sport, en fait, d'arriver à se positionner, savoir où se positionner, en fait. Non, c'est parce que tu vois, j'ai des collègues qui ont été embauchés, donc qui viennent des pays du Maghreb. Donc, je m'appelle Leïla. Donc, pourquoi tu parles pas arabe? Parce que je suis française. Oui, mais je suis née en France, je parle français, je parle pas l'arabe. T'as jamais eu besoin de parler arabe? Non, je l'ai pas appris. Et oui, mais je te dise, je m'appelle Leïla, mais je suis née en France, je suis française. Tu vois, ça fait beaucoup de questionnements. Alors, j'espère que le questionnement s'arrêtera à ma génération et que ça continuera pas avec ma fille. En fait, c'est aussi ça l'espoir. C'est qu'à un moment donné, ça s'arrête. Que ce soit plus un sujet. Non, que ce soit plus un sujet, en fait. On est des êtres humains, quel que soit notre prénom, quelle que soit l'origine de notre prénom, quelle que soit la couleur de notre peau, on est tous des êtres humains, en fait. Et tu sais, peut-être commencer à plus s'intéresser à ça, à la personne, plutôt que à ce que représente sa couleur de peau, son prénom, qu'est-ce que ça peut impliquer, en fait. Voilà, c'est ce que j'espère pour ma fille, que ça s'arrêtera là. Qu'elle ne se posera pas toutes ces questions. Parce que c'est fatigant. Bah ouais, j'imagine. Ouais. Parce que, à un moment donné, tu te dis, mais qui suis-je, en fait? Ouais, toi-même, t'en arrives à être perdu, finalement. Oui, oui. Oui, parce que tu rentres pas dans cette case-là, tu rentres pas dans cette case-là. Donc, en France, je suis née en France, mais on me dit, t'es pas d'ici. Alors que si je vais en Algérie, je suis pas algérienne. Je suis une immigrée. On ne considère pas algérienne non plus. Non, t'es pas algérienne, t'es une immigrée. Puis c'est ainsi qu'ils appellent les Algériennes de France. On est des immigrés, donc... Et puis t'es pas allée souvent en Algérie, de manière... Non, j'y suis allée 2 fois dans ma vie. Ouais. Je suis allée 2 fois dans ma vie. Alors oui, c'est le pays de mes grands-parents, c'est le pays où sont nés mes parents, mais j'ai passé plus de temps au Canada que un mois et une semaine en Algérie, tu vois. Donc voilà, tu sais, c'est ça qui est... Ouais, les gens devraient essayer de se mettre dans les souliers des autres et se rendre compte que c'est pas aussi facile. Et puis peut-être que, parfois je me dis peut-être que la situation actuelle en France, c'est le résultat de tout ça, en fait. De tout ce temps à faire ressentir aux gens qu'ils appartiennent pas. Alors que, si, on appartient à la France, on est né en France. On est né en France, donc pourquoi nous faire toujours ressentir ce côté-là? Peut-être des exemples, j'en ai d'autres. Le jour où ma sœur elle a passé des examens pour être admise dans des écoles, il y a une école, donc il fallait que ma mère appelle. C'est ma mère qui appelle pour avoir le résultat. Et donc, elle dit, voilà, je voudrais avoir le résultat de ma fille, savoir si elle a été admise. Puis la dame lui demande, c'est quoi son nom? Donc elle donne le nom de ma sœur, et puis du tac au tac, elle n'est pas prise. Il me semble que quand tu as 100, 200 élèves qui postulent pour une école, tu connais pas tous les noms par cœur, quel que soit le nom qui a été admis. Et avant de lui demander le prénom, ça a été, voilà, quand ma mère a dit le prénom, c'est quoi sa nationalité? Voilà. Ça a été la deuxième question. Ça a été, quel est son prénom? Quelle est sa nationalité? Elle n'est pas prise. Tu vois, voilà. Oui, c'est des petites choses comme ça. C'est des petites choses comme ça, là. Mais tu sais, t'en as 1, 2, et 3, et 4. Et à la fin, tu te dis, je l'ai vécu, je veux pas ça pour ma fille. Et toi, parce que tu disais que tu cultivais cette envie d'aller au Canada depuis un moment, depuis en fait ton enfance, t'avais conscience que c'était pas normal, parce que je sais pas comment est-ce qu'on prend conscience en fait de ça, comme tu le dis, au moment où tu construis ta personnalité, ton identité toi-même. À quel moment en fait partir à l'étranger, voir ailleurs, si c'est si on est peut-être plus admis d'une certaine manière, à quel moment ça a fait partie un peu du champ des possibles pour toi?
Alors, quand il y a une vingtaine d'années, c'était pour l'aventure. Tu sais, quand on a tous 24, 25 ans, on veut partir, on se dit, je vais aller... Erasmus. Voilà, tu sais, voilà, donc... et là, c'était plus, voilà, partir à l'aventure. Et puis, tu vois, là, j'étais allée en Suisse, je vais aller au Canada. Et... Alors que là, non, là, c'était... Mais je pense que quand tu as dû le voir, tu sais, quand tu deviens parent, tu vois les choses différemment. Avec un prisme différent. Voilà, c'est ça, tu vois les choses différemment. Et puis, ce que toi, tu as vécu, tu veux pas forcément que ton enfant le vive, en fait. Tu vois, donc... mais s'il y a des moyens que ça puisse être autrement, eh bien, on va les tenter. On va les tenter et c'est ce que j'ai fait. Pour l'instant, écoute, elle se plaît. Quand je parle de revenir en France, c'est non. Elle est bien ici. Elle se voit faire ses années d'université ici. Donc, on verra. Il lui reste 2 ans avant de graduer. Puis on verra. Mais ouais, c'était le cheminement après être devenue maman, là, de voir comment ça se passait. Puis bon, après la situation aussi en France, peut-être que si les choses avaient été différentes en France, j'aurais pas pris cette décision non plus. Hein. Peut-être que si les choses avaient été plus calmes, il n'y avait pas eu tous les problèmes qu'il y a eu avec la montée du Front National, la montée du Racine, on serait sûrement toujours en France. Mais voilà, ça fait partie des choses qui m'ont fait me décider. Tu disais que ta sœur, ton beau-frère et leurs 2 enfants sont partis en même temps que vous. Vous avez encore de la famille en France ? Ah oui, on a toute notre famille. Et tu sais qu'elle est nombreuse. Et est-ce que les gens ont compris justement votre décision de partir ? Comment ça s'est passé ? Comment est-ce que vous avez annoncé tout ça ? Mes parents, ça a été compliqué parce qu'on vivait vraiment à côté d'eux. C'est-à-dire, comme je dis, moi j'avais ma fille en garde alternée avec ma maman quand je travaillais. Donc ça a été assez difficile. Les premiers mois étaient vraiment compliqués. C'est une fois qu'ils sont venus que là mon père nous a dit, vous avez bien fait. Vous leur avez ouvert d'autres possibles, d'autres horizons. Voilà, là ils l'ont compris. Puis ils avaient surtout peur de la perte du lien, mais ils avaient été beaucoup trop proches jusque-là pour qu'ils perdent le lien. Là, ma maman, c'était surtout ça en fait qui lui faisait peur. Mais bon, non, c'est leur grand-mère et le lien il restera. C'est les premières années qui comptent. Ouais, donc ils avaient un lien trop fort pour que ça se perde. Mais voilà, c'est une fois ici que mon père me dit, oui, je comprends. C'est pas facile, hein, c'est pas évident. Mais voilà, qu'il comprenait. Surtout qu'ils perdent 2 enfants d'un coup, plus les 3 petits-enfants. Plus les 3 petits-enfants, ouais. Donc ça... Enfin, ils les perdent pas, mais non, voilà, ils les perdent dans leur quotidien physiquement. C'est ça. Ah oui, voilà. En plus, c'était un quotidien où ils étaient vraiment très, 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 très impliqués, très, très actifs. Donc, ça leur a fait un grand changement. D'accord. Et le reste de la famille ? Ça a été très dur pour moi de dire au revoir à mes grands-parents. Ah ouais ? Ouais. Pareil, parce que comme ma fille avait mes parents, j'étais très proche d'eux, j'étais élevée chez eux. Et donc, ça a été très dur. Alors, j'ai eu la chance, ma grand-mère est toujours là, ça fait 5 ans et elle est toujours là. J'ai perdu mon grand-père en février. Et du coup, voilà, c'était très dur de se dire chaque fois, c'est peut-être la dernière fois que je les vois. C'est ça. Ça a été la première fois que je suis rentrée en 2019. Non, c'est en 2020. 2020, ouais, que j'ai très mal réagi au retour. Ça a été très, très compliqué le retour. Tant que j'avais un oncle qui était malade d'un cancer, qui est décédé depuis. Et ça a été, cette année-là, ouais. Le retour, il a été waouh. Ouais. C'était dur de dire au revoir. Ouais. Dans les premiers temps du retour, là, ça a été assez compliqué. Donc non, c'est pas facile comme décision, ni pour eux, ni pour nous, je pense. Et voilà. Et pour tes grands-parents, justement, qui, eux, ont choisi la France, justement, pour élever leur famille, pour que tout le monde grandisse, le fait que tu dises, merci, mais moi, je vais aller essayer ailleurs, t'en as parlé un peu avec eux ou pas particulièrement ? À ma grand-mère, c'était compliqué qu'on les laisse, ouais. Ma grand-mère, c'était compliqué. Elle te disait quoi ? Vous nous laissez, en fait, c'est ça, vous nous laissez, puis c'était surtout, voilà, elle me l'avait dit, mais je vous reverrai plus, peut-être. Voilà, c'était ça, en fait, tu vois, elle l'avait exprimé. Et par contre, il y avait un temps, quand j'avais entamé les démarches, j'en avais parlé à mon grand-père
maternelle qui est décédée l'année où j'avais fait mes démarches justement. Et il m'avait dit mais vas-y ma fille, il m'a dit nous regarde, on savait ni lire ni écrire, on est venu ici, on s'est installé à l'Est parce qu'on a trouvé ici. Il me dit mais vous êtes éduqués, vous avez des diplômes, mais partez. Tu sais le monde est à vous. Vous avez l'éducation, vous avez tout. Il m'avait dit mais tu sais ne reste pas forcément là, tu sais profite en fait. Il avait cette philosophie-là. Très, très en lien avec la tienne, du coup. Ouais, voilà, c'était... tu sais, oui, voilà, profitez. Vous avez le monde... eux ont fait ce qu'ils pouvaient avec les moyens qu'ils avaient à l'époque. Mais bon, ils sont quand même venus en France, ils ont élevé chacun leurs 11 enfants, les ont bien élevés. Et donc, voilà, donc on a pris le relais. Et le papa de ta fille ? Alors, le papa de ma fille... il a souffert du racisme lui aussi ou pas particulièrement ? On n'est pas la même génération. Lui, ses parents sont la première génération. Tu vois, donc on vit pas on n'a pas vécu la même chose. On vit pas les choses de la même façon parce que lui, par exemple, ses parents étaient dans la première génération. Tous les étés, ils rentraient en Tunisie. Donc c'est pas du tout le même lien. C'est pas du tout la même. Lui, ils sont peut-être plus attachés justement à la Tunisie que voilà. toi à l'Algérie. Oui, ouais. Voilà. Je pense que ça fait une différence cette génération d'écart en fait dans le vécu, dans la relation au pays d'origine. Ça fait une grosse différence. Et par rapport au fait qu'on vienne, au début, il me dit ouais, ok. Et puis quand il a vu que ça se concrétisait, il me dit ah mais t'es sérieuse ? En fait, tu vas le faire ? Oui, j'ai pas fait tout ça pour rien. Et puis en fait, il a bien compris que je partais pas pour éloigner la petite de lui. Ça, ça a jamais été le cas depuis qu'on est séparés, donc ça se produisait pas là à ce moment-là. Donc du coup, il a donné son accord parce qu'il fallait que j'ai son accord officiel devant notaire et assermenté et tout ça. Donc non, il a pas. L'important c'était son équilibre à elle, son avenir. Donc c'était lui donner des chances en plus. Donc il s'est pas opposé. Donc elle rentre tous les étés, puis lui il vient une fois dans l'année en fait, vers le mois de décembre. Voilà. On l'appelle toutes les semaines, quasiment plusieurs fois par semaine. Donc le lien n'est pas rompu non plus avec son papa. Là, du coup, ça fait 5 ans que vous êtes installés dans le Nouveau-Brunswick ? Ouais. Enfin, au Canada, parce que tu as fait un an au Québec. Est-ce que tu referais tout pareil ? Ouais, même l'étape au Québec, ça a servi à grandir. Donc ouais, je referai tout pareil. Je choisirai la même province, la même ville. Ouais, non, je changerai rien. Parce que je me suis fait des amis au Québec, que ce soit canadiennes ou donc les gardoises que j'ai rencontrées là-bas, Claire et Amandine. Et non, je referai tout pareil. Eh ben bravo. Est-ce qu'il y a un conseil que tu donnerais à des gens qui se posent la question, qui souffrent peut-être de même chose en fait que ce qui t'a fait partir ? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on t'a dit ou à l'inverse que tu aurais aimé qu'on te dise avant de partir, au moment où tu réfléchissais à tout ça ? En fait, j'ai pas trop écouté ce qu'on me disait. J'ai vraiment fait à mon idée, parce que si j'avais écouté les gens, je serais pas là. Je serais pas là. Non, je pense que autant il y a des choses pour lesquelles je vais prendre le temps. Autant là, non, je m'en suis tenue à ce que moi je pensais, à ce que moi j'éprouvais. Je savais ce que je venais chercher quand je suis venue au Canada, donc j'en espère pas plus que ce que j'ai. Et ce que j'ai trouvé me convient tout à fait. Tu vois, quand je vous lis les histoires de Français qui repartent parce que si, parce que oui, en fait, je me retrouve pas parce que c'est pas les choses que j'attendais en fait. J'attendais pas des masses. J'attendais juste qu'on soit bien avec la petite et surtout qu'elle soit bien en fait. Voilà, c'était la priorité et ça a été le cas. Donc après, je me suis adaptée par rapport à mon emploi. Et j'attends pas plus, donc comme ça, je suis pas déçue. Et jusqu'à maintenant, je suis contente de ce que j'ai en fait. Des gens que j'ai rencontrés, des expériences de travail que j'ai faites, des gens avec qui je travaille. Et donc même à la limite, tu vois, j'ai fait une vidéo pour le travail pour encourager les gens à venir, parce que c'est une province où on est bien, où vraiment les gens sont accueillants, les gens sont gentils, les gens te laissent ta chance en fait, quelle que soit ton origine. La seule chose qu'ils vont te demander, c'est de faire ta job, comme ils disent, de faire la job. Et si tu fais ton travail, si tu fais tes preuves, tu pourras monter les échelons sans aucun problème. Quelle que soit ta couleur de peau, quelle que soit ta religion, du moment que tu fais ton boulot, c'est ce qu'ils te demandent, tu pourras progresser. Tu
pourras progresser et monter les échelons et sans aucun problème en fait. Juste voilà, de respecter et voilà, c'est surtout c'est ce qui est important en fait, de se respecter les uns les autres et tu pourras faire ton chemin, tu pourras faire une bonne carrière. Alors du coup, ton futur, tu l'envisages là où t'es ? Pour l'instant, ouais, on est bien ici. Après, ça va dépendre de ma fille, selon où est-ce qu'elle veut faire ses études. Parfois, elle me parle à Montréal, et puis finalement, ici, et puis non, Montréal, et puis on verra. Donc on verra. Écoute, soit je suis la maman pot de colle, mais je sais pas, on verra. C'est ce que j'envisage, elle est pas trop d'accord, mais. Et tu disais tout à l'heure que tu n'es pas encore canadienne. Tu as envie de devenir canadienne ? Ah oui, je vais commencer. J'ai commencé le process là. Il faudrait qu'on aille faire les photos d'identité aux normes. Et donc voilà, j'ai commencé mon dossier pour avoir la citoyenneté. Ça aussi, tu vois, c'est important ici. Il différencie la citoyenneté. Ici, tu es citoyen canadien. Je serai citoyenne. Mais moi, je fais la différence avec la nationalité canadienne. Pour moi, je serais de nationalité française, parce que je suis née française, mais citoyenne canadienne. Ah, ok. Tu vois, je trouve que c'est bien qu'ils fassent cette... Citoyenne, t'as les droits, voter, je serais pas née au Canada. Quoi. Voilà, je pense que c'est bien de faire cette... Ça met du sens de faire cette distinction, ouais. Ouais, je pense que ça fait du sens. Et donc, du coup, aujourd'hui, tu te sens encore très française, encore non, plus canadienne. Française. Non, je suis française. Ouais. Je suis française au Canada. Française au Canada. Ah ouais. Ah non, j'ai le caractère trop français, je râle trop pour être canadienne. Ils voudront pas. Et si tu demandes à mes collègues, ils vont te dire « Oh non, elle est pas canadienne. Elle râle beaucoup trop. » J'aurais dit, ça va avec la France, hein, on râle. Hein. Regardez les manifestations en ce moment. Donc bon, je vais pas vous faire un sitting dans le milieu du couloir, mais on râle, c'est comme ça. Ça fait partie de notre charme, c'est ça, c'est notre culture, que vous voulez que je vous dise. Donc non, je suis française. Moncton est une ville récente, ainsi que Dieppe. Dieppe qui s'appelle Dieppe par rapport à la ville de Dieppe en France. Elle a été construite récemment. Donc c'est vraiment des villes nouvelles où tu n'as pas trop le côté des maisons victoriennes. Le côté des maisons victoriennes, tu l'auras plus dans la capitale de la province qui est à Fredericton. Alors que Moncton, c'est la capitale, on va dire, économique. C'est la plus grande ville. Il n'y a que 700 000 habitants au Nouveau-Brunswick, dont 100 et quelques mille dans Moncton et sa banlieue. Donc, comme je te disais, l'avantage de Moncton, c'est qu'on est vraiment près de l'océan. Tu as la ville de Shediac, la ville du homard, avec le plus gros homard au monde. Le Nouveau-Brunswick, c'est l'Acadie. Et ça a une très forte importance, l'Acadie, l'histoire des Français ici, avec je trouve plus mes mots. À force de parler le chiac, l'anglais-français au travail, avec la répression anglaise qu'il y a eu. Donc, ça fait vraiment partie de leur identité ici, l'Acadie. Alors, principalement plus au nord de la province, vers Bathurst. C'est là qu'il y a la plus grosse communauté francophone. Il y a Packetteville, Caraquet. C'est là que tu trouveras le village acadien. Mais voilà, l'histoire de la française est très, très importante ici. D'accord. Ouais. Et tu vois, hier... je suis une aparté, le monsieur qui m'a qui m'a changé mes clims, quand ils sont arrivés ici, il s'appelait Leblanc. Mais ils ont été tellement anglicisés que ça a été changé en Young. Ah ouais? Non, White. Le jeune s'est transformé en Young et Leblanc a été transformé en White, en fait. Ah ouais, d'accord. Tu vois, quand on parle presque d'éradiquer ta culture, en fait. C'est dingue. Tu vois, ils l'ont vécu ici. Tu vois, quand en France, on nous dit, changez vos prénoms, prenez des prénoms français, on vous dit ça? Pourquoi? Oui. Arrêtez de donner des prénoms typés à vos enfants. Pourquoi? Là, c'est ce qu'ils ont vécu, en fait, les Acadiens. On leur a fait effacer leur culture française. Tu vois? C'est un éternel répètement. Non, mais je parle comme...
Je suis désespérée. Une éternelle répétition, l'histoire, en fait, tu vois. Il y a le Grand Tintamarre, le 15 août, c'est la fête du 15 août ici, voilà, c'est très important. Là, tu vois, ils veulent changer le nom de l'université de Moncton parce que Moncton, c'était soldat anglais, en fait, qui a réprimé les Français. Donc là, ils veulent même plus que l'université s'appelle l'université de Moncton. Pour te dire combien tu sais, c'est ancré le traumatisme quand même. Tu vois, on revient à ça, en fait. Donc, du coup, et tout ça, je ne le savais grosse pas. Part de l'histoire. Voilà, il y a une grosse part culturelle de l'histoire que tu retrouves aussi en Nouvelle-Écosse. Pour l'avoir visité, il y avait des endroits qui rappelaient donc bien l'histoire des Acadiens dans cette partie du Canada. Et donc, ils se battent pour ne pas perdre le côté francophone, en fait. Parce que donc ça explique le fait que ce soit une province très vraiment bilingue. Voilà, c'est officiellement bilingue et ils se battent pour le conserver très fort. Ouais. Et donc des endroits plus bilingues que d'autres. Donc Dieppe, c'est plus francophone que Moncton, même si ça fait partie de la même comment on dit en France, région. Par contre, le nord, c'est vraiment batteur, je te dis, c'est vraiment francophone, on va dire à 90%. Voilà, donc si tu veux une vie comme français, au Nouveau-Brunswick, tu peux plus aller vers le nord. Ici, il faudra quand même parler l'anglais. Et alors, qu'est-ce qu'on y fait ? Qu'est-ce qui te plaît dans le coin où tu habites ? Qu'est-ce que tu fais de ton temps ? Alors, les parcs, la plage, que ce soit l'hiver, marcher sur la glace. Tu dis, j'ai marché sur l'océan. Tu dis, ben non. Ben si, tu marches sur l'océan. C'est vrai, il y a des parties de l'océan qui sont gelées, c'est possible ça ? Ah oui. Et puis, tu peux marcher loin. On avait de faire du chêne de... Loin comment ? Ah ben loin, tu peux marcher, je sais pas moi, 20, 30 mètres, 40 mètres dans l'océan. Et on avait de faire du chêne de traîneau dans le nord, c'était encore... On avait loué un chalet, mais vraiment à la plage. Ouais. Mais et tu marches. C'est incroyable. Marches. Ouais, non, c'est génial, magique. C'est à faire. Même toi, si tu veux visiter, mais vraiment, c'est l'hiver, c'est beau, quoi. Tu fais des balades, c'est magnifique. Tu as le rocher percé qui est connu ici, la baie de Fundy. Mais faudrait que je t'envoie des photos. Mais oui, mais raconte-nous. Moi, là, tu es nos yeux. Alors, raconte-moi un peu. C'est un rocher donc qui comporte son nom et percé et tu marches au fond de l'océan en fait à marée basse. D'accord. Ok. Voilà, tu marches. Je l'ai fait l'été dernier. Tu marches sur le fond de l'océan. Puis quand la marée remonte, t'as 20 mètres d'eau là où tu marchais quelques heures avant, mais c'est vraiment le fond de l'océan. Tu peux dire j'ai marché sur le fond de l'océan. Tu peux. Pourtant attends, il faut que je rebranche ma batterie. Voir les baleines. Tu peux aller faire une randonnée plus dans le nord et aller voir l'île en forme de cœur. Une île en forme de cœur, ok. Une île en forme de cœur, ouais. Alors, ne me demande pas les noms. Écoute, j'ai ce problème. C'est que je ne me souviens pas du nom des endroits. Le nom des rues, c'est pareil. Je sais le nom de la rue où j'habite, mais c'est un problème. Voilà, c'est déjà pas mal. Mais ne me demande pas le nom des endroits parce que je ne m'en souviens pas. Je sais pas pourquoi. Et c'était pareil en France. Je vais te dire quel magasin est dans la rue, mais je vais pas te dire le nom de la rue. Voilà. Donc là, c'est l'île en forme de cœur. Elle est vraiment en forme de cœur. Donc tu fais ta randonnée et puis tu as cette île au milieu du lac qui est en forme de cœur. Et au quotidien, tu as beaucoup accès à la nature là où tu es ? Enfin, qu'est-ce que tu fais, je sais pas, de ton temps libre On a plein de parcs, en fait. On a plein de parcs. De parcs, genre des parcs en France ou des parcs nationaux ou des... On a des parcs nationaux, puis là, c'est des parcs... Je sais pas s'il y a des parcs nationaux. Non, mais pour savoir de quoi tu parles, en fait, quand tu dis parc, c'est des aires de jeu, des choses comme ça, c'est ça que tu veux dire ? Ah non, tu peux faire de la randonnée, tu peux faire des raquettes, tu peux faire... Ah oui, donc c'est des parcs d'État ou des... Alors, attends, ouais. C'est un nature park. D'accord, des parcs naturels. Voilà, un parc naturel. Merci en français. Tu parles mieux français que moi. Oui, c'est ça. C'est le parc naturel. Voilà, et on en a plusieurs en fait dans les environs de la ville en fait. Voilà, où on va aller faire nos balades ici. Une autre de mes activités que j'ai découverte et que je ne connaissais pas, c'est le yoga. Ah ouais. Oui, le yoga chaud. Mais je connaissais pas du tout. J'ai découvert. Oui. Attends, tu veux expliquer ce que c'est pour ceux qui connaissent pas? Alors c'est du yoga, mais dans une salle qui est chauffée en fait.
Et j'ai découvert ça, mais c'est génial. Je suis même pas sûre. Ça existe en France. Ça n'existait pas là où j'étais, en tout cas, ça c'est sûr. Mais voilà, ça fait partie des choses et que j'aurais pas faites en France, en fait. J'aurais pas pris le temps de faire. Non, tu changes. Ouais, moi, ça a changé pour le mieux d'être venue ici. Puis bon, après, le fait d'être ici aussi, j'ai oublié l'avantage du Nouveau-Brunswick, c'est que l'île du Prince-Édouard, c'est magnifique. Ah oui, c'est Charlottetown, Faison, des coins, des plages, c'est Anne et la maison au pignon vert. Dis-moi que je suis pas la seule à connaître. Moi, j'avoue que c'est ma belle-sœur américaine qui m'a offert le livre en me disant qu'il fallait que je le lise, mais je le connaissais pas quand j'étais en France. Bah, c'était ma voisine qui nous avait ouvert elle nous offrait des livres tous les Noëls, dont ce livre-là. Et donc, on a été... et puis, la Nouvelle-Écosse avec Halifax. Écoute, je ne savais pas que les tombes de certaines personnes du Titanic étaient à Halifax. Et en fait, j'avais jamais figuré que le Titanic avait sombré si peu loin du Canada, en fait, et si peu loin d'Halifax. Tu vois, Cap-Breton, enfin, il y a plein de choses à faire. Moi, je le dis, venez. Il n'y a pas que le Québec, en fait. Les Français sont fixés sur le Québec, mais il n'y a pas que le Québec. Moi, j'hésitais entre le Manitoba et le Nouveau-Brunswick, puis j'ai choisi le Nouveau-Brunswick parce que c'était officiellement bilingue. Mais c'est une expérience à tenter. C'est une expérience à tenter et à vivre. Trop bien. S'il y avait un truc à ramener de chez toi quand on vient te rendre visite, ce serait quoi ? Ah ben le sirop d'érable. Le sirop d'érable. Ouais, le sirop d'érable, ma soeur, elle typique du nord-est nord-américain. Oui, et puis ma soeur, elle a une collègue de travail qui est productrice, qui le fait à l'ancienne, chauffé au chaudron, donc c'est celui qu'on ramène en général. Et ouais, le sirop d'érable, la viande séchée, qui ressemble assez à celle que nous qui font aussi en Algérie. En fait, c'est un moyen de conservation, et on retrouve des choses en fait. On retrouve des choses entre les deux cultures, bizarrement. Ouais, c'est des pratiques qui étaient identiques. Ça aussi, c'est assez bizarre. On se retrouve au final. Et je pense que c'est ceux qui sont racistes qui se posent trop de questions. Ils devraient moins s'en poser parce qu'on a tellement plus en commun. Eh ben, c'est canon comme conclusion, ma petite dame. Merci beaucoup. Eh bien, merci à toi. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'adresse un grand merci à Laïla Sanoun pour son témoignage, tout en transparence et plein d'émotions. Je vous remercie également, vous, de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Si cet épisode vous a plu, je vous encourage à aller le partager autour de vous, dans la vraie vie, sur les réseaux sociaux, à la machine à café, peu importe, ça compte énormément. Tradition oblige, je vous propose de découvrir quelques indices à propos de l'histoire que nous découvrirons ensemble mardi prochain. Tu n'es pas juste une image, c'est-à-dire que c'est vrai que quand tu es aux États-Unis, tu es la française aux États-Unis, machin, il y a un truc, tu as des petits points en plus. Même par rapport à, tu vois, quand tu es aux États-Unis, par rapport à tes potes restés en France, ils sont là, ouah, la meuf est à New York et tout. Et en fait, quand tu reviens en France, tu as un peu l'impression de perdre tous ces statuts et tu as un peu l'impression d'être une merde, en fait. Enfin, moi, c'est ce qui m'est arrivé. Mais maintenant, je me rends compte qu'à Paris ou à New York, en fait, je suis la même personne et en fait, je suis assez forte justement pour être entre les deux, pour être my own person, enfin ma propre personne. Et voilà, il faut avoir confiance et c'est pas où tu es qui fait ce que tu es. Je trouve que j'apprends la simplicité dans l'humour avec lui et avec les Américains en fait, parce que c'est pareil que pour le cinéma. J'ai l'impression qu'en France, on cherche toujours à faire la blague la plus intelligente, la plus smart et tout, la plus subtile, alors qu'en vrai, il faut juste être drôle, quoi. Donc j'apprends un peu ça en ce moment, voilà, c'est un peu mon apprentissage, à arrêter de vouloir être la plus intelligente et essayer d'être la plus drôle, quoi.
Mais bon, ce que je veux, c'est que quand même, c'est que les gens me comprennent, ça apparemment maintenant ça va, et que 2, ils ne pensent pas que je vais faire un AVC sur scène, qu'ils soient pas trop inquiets pour moi. Non, mais il y a un truc comme ça en fait. Que faut pas que les gens se disent. Là, je vois, il y a des gens qui me font des réflexions, genre c'est très courageux de faire du stand-up en anglais. J'ai pas envie que ce soit ce qu'on dit. J'ai envie de dire c'est très drôle ce que tu fais en anglais, quoi. Donc voilà quoi. Merci infiniment de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Je vous souhaite une merveilleuse fin de semaine et je vous dis à mardi pour une nouvelle histoire.